qu'est-ce qu'on va balayer ce matin un petit peu, pourquoi on en parle, on a choisi d'en parler aujourd'hui, et puis comment ça se passe. Après avoir expliqué un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un audit de propriété intellectuelle, comment ça se passe avec l'expérience de Verlet, merci encore Alain d'accepter d'en parler. On prendra éventuellement quelques questions à ce moment-là. Et après, on regardera qu'est-ce qu'il faut éviter de faire. Et puis, pris dans l'autre sens, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour être prêt le jour J, pour avoir une stratégie propriété intellectuelle qui tient la route et qui est susceptible de convaincre ou rassurer les investisseurs. On n'oubliera pas de vous laisser, avant de partir, une petite liste en conclusion de bonnes pratiques et d'aides disponibles, des outils tout à fait pratiques pour pouvoir continuer en propriété intellectuelle. Alors, juste pour introduire, et je serais ravie de passer la parole sans trop attendre à Alan qui va vous expliquer qu'est-ce qu'il fait et comment il voit les choses. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet? Parce qu'effectivement, l'enjeu pour les investisseurs, ça va être d'évaluer les atouts de la start-up pour conquérir un ou des marchés, et pour ça, d'évaluer les barrières à l'entrée. Bien sûr, qui sont aussi des compétences clés, des contrats clés parfois, des équipements spécifiques, mais juste derrière, en appui de tout ça, des outils de propriété intellectuelle qui vont venir construire ou consolider, à tout le moins, ces barrières à l'entrée. Donc, on va parler, vous verrez, assez régulièrement de chaîne de droit, de titularité de l'API, de liberté d'exploitation. C'est des concepts qui sont clés dans ce sujet-là. Et ce n'est pas nous qui le disons, pour objectiver un peu le sujet. Je prendrai pour appui et pour témoin des études qui ont été publiées, notamment une étude en 2023 par les offices européens de propriété industrielle, l'OEB, le WIPO, qui font ressortir que les startups européennes qui ont des demandes de brevets ou de marques, qui ont déposé au cours de leur phase d'amorçage et de croissance initiale, eh bien, elles ont jusqu'à 10 fois plus de chances de lever des fonds, d'obtenir un financement, ce qui est du financement public également. Donc voilà, ça dépend des secteurs, on verra, ça dépend des cas, mais jusqu'à 10 fois plus de chances. Et cette étude, où ils ont construit un indicateur qui permet de qualifier un petit peu l'intérêt pour les investisseurs pour la tech, eh bien, en l'exploitant, ils arrivent à sortir qu'il y a 88% des investisseurs qui ont dans leur portefeuille des boîtes qui ont des brevets. Donc voilà, ce sont des chiffres que je vous donne à méditer et à consulter. Ils sont disponibles sur le site de l'INPI, sur le site de l'OEB. Voilà, on aura l'occasion avec Alan et Verlet de voir qu'en fait, finalement, c'est pas juste l'affaire d'une personne dans l'entreprise, premièrement, et deuxièmement, c'est pas juste je dépose un titre pour faire plaisir à quelqu'un ou pour cocher une case dans un dossier, mais c'est toute une stratégie qu'il faut construire. Voilà un petit peu le programme de ce matin. Alan, merci encore d'être là et de nous parler de Verlet. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, et je suis ravi d'être ici. Merci beaucoup à vous tous. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Alan Bernard, je suis responsable propriété intellectuelle et industrielle chez Verlet depuis 2023. Donc ça va faire un peu plus de 2 ans maintenant. Globalement, j'ai en charge toute la propriété industrielle, gestion du portefeuille, brevets, marques, toutes les questions et problématiques liées à la propriété industrielle, ça passe par mon bureau, on va dire. Très rapidement, sur Verlet, on est, vous avez dû voir passer ça aussi dans les informations, on est une start-up lyonnaise qui a été créée fin 2021, début 2022. Donc, ça va faire maintenant à peu près 4 ans que Verlet existe. On s'appelait autrefois Bon Vivant et maintenant on a changé de nom pour être un peu plus international. On est une start-up qui est spécialisée dans la production des protéines de lait recombinantes en utilisant la technologie qui est la fermentation de précision. Et on a pour vocation de produire des protéines de lait qui vont être utilisées pour faire divers produits laitiers, passant du yaourt à la crème glacée, en allant sur du lait avec les mêmes caractéristiques, voire des caractéristiques améliorées par rapport à des produits laitiers classiques. Verlet, pour un
ramener sur la levée de fonds et la due diligence, c'est on a levé en 2025 et clôturé en 2026 pour la série A un total de 35 millions d'euros. Et on a du coup cumulé depuis sa création en levée de fonds 45 millions d'euros. Voilà, sur cette partie-là. En termes de propriété industrielle, en termes de portefeuille, aujourd'hui, on est à 3 familles de brevets qui sont publiées, donc qui sont publiques, et on a effectivement d'autres aussi brevets qui ont été déposés, d'autres familles qui sont en cours, qui sont pas encore publiques. Et en termes de marques également, ça c'est public, on est à 14 marques au total qui sont publiées et ou enregistrées sur notamment les États-Unis, l'Union européenne et Israël, pour couvrir les marchés principaux de Verlet. Donc je pense que sur cette partie-là. Merci Hélène. Alors Philippe, comment ça se passe en audit? Parce que quand même, on parle de cet audit pays, mais à quoi il faut s'attendre? Merci Céline. Donc Philippe Verrier, je suis conseiller en propriété industrielle, donc il nous arrive de faire d'intervenir dans le cadre d'audit. Donc ce qu'on va essayer juste de présenter ici, c'est un petit peu le déroulé de l'audit. Donc je vais le présenter d'abord comme vu de mon point de vue, et ensuite Alan pourra expliquer son expérience vécue. Il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est intéressant, ce serait très intéressant de voir ce qu'il pense de tout ça et la façon dont il a vécu cette phase de vie. Voilà. Si on regarde en pratique, peut-être pour donner un peu un cadre, qui va participer à un audit pays. Donc en général, vous avez un cabinet qui va auditer votre portefeuille de propriété intellectuelle. Donc il peut y avoir des cabinets d'avocats ou des cabinets de CPI qui interviennent dans ce cadre-là. Alors bien sûr, ça ne peut pas être votre cabinet d'avocats ou votre CPI, puisque en fait ça va être un cabinet qui va être mandaté par l'investisseur ou par l'acquéreur, qui va venir donc faire cet audit pour avoir une vision un petit peu indépendante le plus possible de ce qui a été fait dans la politique de pays de l'entreprise. Mais on peut dire à son conseil qu'on va être audité quand même. Bien sûr. Alors, ça reste son conseil, on lui parle. Donc, ce que j'allais dire juste après, justement, c'est que dans les personnes qui interviennent, il va y avoir souvent le dirigeant ou l'équipe de la société qui va devoir être disponible pour répondre aux questions du cabinet qui va auditer, mais faut utiliser le plus possible dans ce cas-là, et s'appuyer sur son propre conseil, puisqu'en fait ça permet de répondre. Déjà, ça permet de se rassurer un peu, puisque en fait on va pouvoir poser des questions pour savoir si ce que me demande le cabinet auditeur, c'est normal qu'il me pose ces questions, et en plus ça permet aussi de discuter, voire de provoquer par exemple une discussion entre le cabinet qui audite et puis votre propre cabinet pour répondre à des questions sur lesquelles votre propre conseil peut avoir des réponses plus rapides sur des questions de façon de mener des procédures, de stratégie de protection, et parfois c'est plus facile d'avoir ça. Même si ça ne remplace pas, bien sûr, entre le cabinet de auditeur et puis la société. Un point aussi qui est intéressant, c'est qu'en fait, les personnes qui interviennent là-dedans, donc que ce soit avocats ou CPI, sont toutes des personnes qui ont un certain nombre de règles de déontologie, donc des questions de confidentialité et d'indépendance, ce qui permet parfois de faciliter un petit peu les échanges et aussi, sous certaines conditions, d'échanger des informations simplement éventuellement entre conseils ou de façon confidentielle, ce qui fait qu'en fait, le CPI, le cabinet qui va auditer, peut prendre connaissance d'informations qui peuvent être un peu sensibles en s'engageant à ne pas révéler l'ensemble du contenu à son mandataire, c'est-à-dire à la partie qui a demandé l'audit, pour simplement donner, on va dire, par exemple, un résumé ou des éléments un peu plus généraux et ne pas avoir, et rester, se sécuriser sur la diffusion d'informations qui seraient tous trop sensibles. Donc ça, c'est pour les différents acteurs qui vont intervenir dans le cadre de cet audit. Après, le format d'échange,
ça va être principalement un échange de documents par écrit dans un premier temps, puisqu'il faut quand même bien avoir une base pour étudier ce qui s'est passé, les différentes procédures, qu'est-ce qui a été fait. Donc, ça passe quand même souvent par des documents par écrit. Mais il y a bien souvent aussi des parties, des interviews orales complémentaires, c'est-à-dire des entretiens qui ont lieu, donc soit entre le cabinet qui audite et puis les personnes de la société, soit par l'intermédiaire du CPI. En général, il peut y avoir un peu des deux en fonction des éléments à donner, mais de toute façon, faut pas non plus se faire toute une montagne de ces entretiens. S'il y a des choses où vous n'êtes pas sûr de pouvoir ou vouloir les dire, vous pouvez toujours faire un point avec votre conseil pour savoir ce qui peut être dit ou pas. Et en général, le livrable, c'est-à-dire ce qui va être produit à la fin, ça va être un rapport, souvent un rapport écrit, qui peut être plus ou moins détaillé. On peut avoir parfois, comme je le disais tout à l'heure, des simplifications ou des choses qui vont rester consultées mais qui ne seront pas divulguées à la partie qui a mandaté l'audit. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et puis après, il peut souvent y avoir une restitution orale qui peut être intéressante, ou alors où on va avoir les différentes parties qui vont montrer un peu ce qu'elles ont compris et quel est leur point de vue sur ce qui s'est passé pendant ces audits. Et puis, il y aura des recommandations dont on parlera à la fin, puisque le but, c'est de faire un statut sur la situation actuelle de la société, mais aussi l'intérêt aussi, c'est d'avoir des recommandations avec un point de vue un peu extérieur sur ce que l'on pourrait suggérer comme point d'amélioration. Et bien sûr, c'est toujours plus facile quand on est quand on est extérieur de donner un peu, donner son avis, mais en pratique, ça peut être intéressant parce que l'audit, c'est aussi, on verra, un bon moment pour éventuellement faire des suggestions pour modifier peut-être sa stratégie. Le temps imparti, c'est aussi important de le noter, c'est qu'en général, c'est assez court. Donc en fait, en fonction du temps en fonction de souvent les levées de fonds ou les acquisitions, ça se passe sur des timings qui sont assez contraints avec une date de closing qui est prévue. Donc en fait, on n'a pas des années pour faire ça. Donc ça veut dire que souvent il y a une contrainte en temps qui est pour tout le monde, qui est pour la partie qui va être auditée, pour le cabinet qui va auditer. On est vraiment sur des notions de contraintes de temps qui se comptent souvent en semaines, en mois quand on a de la chance, et puis ça dépend aussi du ticket qui va être mis dedans, mais en tout cas, on a cette contrainte de temps qui est assez forte, donc il faut être disponible. Bon, d'abord parce que ça montre quand même une certaine bonne volonté dans la participation à l'audit, ça c'est une bonne chose, puis vous avez quand même en général un petit intérêt à ce que ça se passe bien, et puis ensuite parce que plus vous allez être disponible, mieux ça va se passer, et plus ça va permettre d'avoir un process qui va être intéressant, répondre aux questions, et qu'à la fin, finalement, s'il y a une bonne coopération sur un temps court, on permet d'écarter les différentes questions ou les points d'interrogation qui pouvaient se poser dès le départ. Voilà. La phase de collecte, il y a pas mal de documents à préparer. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont être sur le portefeuille pays, mais c'est assez standard. Ça va mettre dans une data room. Ça va être des informations sur, ça, on vous donnera vous aurez une liste de toute façon des choses qu'il faut fournir. Ça peut être évident ou un peu moins évident s'il y a des choses sur des demandes, par exemple, qui ne sont pas encore publiées, sur des informations qui sont un peu sensibles. Donc là, on peut discuter de ce qu'on va mettre, ce qu'on ne va pas mettre, ce qui va être consulté par quel acteur dans le cadre de l'audit. Ça, on peut discuter sur le sujet. Il est intéressant aussi de donner pas seulement des éléments seulement sur sa pays, mais aussi la correspondance entre cette pays et puis la roadmap, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on envisage par la suite, où est-ce qu'on se situe à un instant T, comment est-ce qu'on va aller vers le futur et comment est-ce qu'on va faire une espèce de mapping entre le portefeuille de brevets et puis les produits qui sont présentés ou qui sont envisagés dans le cadre de l'entreprise. Dernier point, il est intéressant aussi, mais ça, c'est des informations qui sont un peu sensibles, donc à discuter avec votre conseil peut-être de ce que vous allez donner, c'est de dire finalement, est-ce que j'ai fait des recherches antériorité? Est-ce que j'ai fait des études de liberté d'exploitation? La question va vous être posée. Donc, qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous ne donnez pas? C'est toute une question d'équilibre, mais en général, il vaut mieux quand même montrer un certain niveau de coopération. Tout le monde comprendra que vous ne vouliez pas forcément tout donner, mais il faut quand même donner un petit niveau d'information. Et si vous avez fait des recherches pour bien connaître l'art antérieur, par exemple, ça peut aussi montrer à l'auditeur que vous avez pris les choses par le bon bout, ce qui est toujours une bonne chose à faire. Voilà. Ensuite, une fois que ces documents ont été collectés, il va y avoir une phase d'analyse qui va être réalisée. Et en fait, il y a un certain nombre de points qui vont être étudiés dans cette phase d'analyse. Alors, il y a des points qui sont importants sur la titularité, c'est-à-dire est-ce que la société a le droit au titre, c'est-à-dire est-ce qu'elle a le droit est-ce qu'elle est bien titulaire des différentes, des brevets, des marques et tous les titres que vous pouvez envisager. Ça, c'est un point qui est assez important et qui est assez
facile à vérifier. Donc, si vous devez faire un peu de, on va dire, dans la phase de préparation, si vous voulez regarder un peu et faire un peu de ménage, pensez à ce point-là parce que c'est le plus facile à regarder. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en fonction du ticket que sont prêts à mettre les investisseurs, ils ne vont pas forcément aller voir tous les points que je vais évoquer maintenant. Mais la titularité, vu que c'est plus facile, il y a zéro chance qu'ils ne le regardent pas. Donc en fait, il faut commencer par ça et dire est-ce que les titres font bien au nom de la société, est-ce qu'il n'y a pas des questions particulières sur des fondateurs qui auraient déposé des choses en leur nom propre, des questions d'inventeurs qui seraient des stagiaires, des prestataires externes, tout ça, ça vaut vraiment le coup de regarder parce que c'est le truc le plus, enfin, c'est l'aspect le plus facile à regarder. Donc, à voir. Ensuite, vous allez sans doute avoir des questions, une analyse qui va être faite sur la validité des titres. Donc, validité des titres, ça peut être des choses très simples du style, est-ce que ces titres sont bien toujours en vigueur, ce qui est quand même un peu le b.a.-ba d'avoir un titre de propriété industrielle. Mais après, ça peut aller sur des études un peu plus approfondies sur, par exemple, des questions de validité de brevet, où il va y avoir des analyses de validité, de nouveautés, d'activités inventives, de revue des procédures qui ont été menées. Donc, tout ça, ça fait partie de points assez classiques qu'on va regarder dans le cadre d'un audit. Et sur lequel, effectivement, il peut y avoir aussi une collaboration avec, par exemple, le cabinet de CPI qui vous accompagne pour poser des questions, pour expliquer un peu les choix qui ont été pris pour gagner du temps, parce qu'encore une fois, on est sur un temps assez restreint. Un point qui va être important, c'est de regarder la pertinence de la protection par rapport aux produits ou la roadmap de produits d'entreprise. C'est-à-dire, finalement, vous avez des brevets, c'est super, mais est-ce qu'effectivement, il y a une logique, il y a une cohérence entre là où je vais, là où je veux aller, quels sont les produits et les services que j'ai envie de vendre, et la protection de mon portefeuille. Puisqu'en fait, si j'ai un super portefeuille, mais qui ne protège pas les produits qui m'intéressent, et ben finalement, la valeur la valeur de protection de ce portefeuille va être bien plus faible que si on se rend compte que j'ai un blockbuster, j'ai un produit que je vends beaucoup, ou j'ai des projets qui sont dans les tuyaux. J'ai plus le slide devant moi, mais du coup, c'est intéressant de montrer qu'effectivement, il y a une correspondance entre les deux. Un point qui va être aussi extrêmement important, ça va être les contrats. C'est-à-dire, ça peut être des contrats, on va dire, internes à l'entreprise, de savoir si tout ce qui est invention, contrat, c'est un peu au sens large, mais un politique d'invention de salariés est bien géré à l'intérieur de l'entreprise, savoir s'il y a eu des contrats de licence, par exemple, avec les instituts de recherche qui peuvent être parfois la base sur laquelle la société a été fondée. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces contrats de licence? Est-ce qu'ils sont bien équilibrés? Est-ce qu'ils sont signés aussi parfois? Signés, parce qu'une LOI, c'est voilà, par exemple, ça c'est un excellent exemple. Et puis, est-ce qu'ils permettront effectivement une exploitation paisible et correcte par l'entreprise de ces licences, par exemple? Ça peut être aussi, oui, effectivement, tous les contrats qui vont s'attacher au titre de propriété industrielle et de cession de droit pour du droit d'auteur, pour des éléments qui ont été indiqués. Tout ça, c'est important de pouvoir le voir. Et puis, un dernier point qui, en théorie, serait à peu près le point numéro 1 et le plus important qui serait à voir dans un audit, ce serait de regarder les questions de liberté d'exploitation. Parce que la première question qu'on va se poser, c'est, quand on regarde l'API, c'est est-ce que vous n'allez pas être empêché par un titre d'un tiers d'exploiter ce que vous avez présenté dans votre magnifique plan à vos futurs investisseurs. Donc ça, c'est la question qui est la question un peu centrale, qui n'est pas toujours vue lors d'un audit de pays, parce qu'en fait, c'est une question qui prend du temps et qui est relativement qui prend du temps, prend de l'argent aussi. Donc, ça veut dire que c'est une question qui est assez importante. Mais si vous commencez à arriver vers des levées de fonds qui sont relativement importantes, c'est un point qui est extrêmement important. Et ça, c'est pas le jour avant l'audit qu'il va falloir s'en occuper, parce qu'il va falloir avoir le plus possible préparé les choses. Et comme on a dit, on est sur un temps court. Donc, si vous pouvez coopérer avec le cabinet qui va vous auditer, ou avec, de façon finale avec l'auditeur, avec la partie qui vous audite, pour montrer déjà que vous avez fait votre boulot en quelque sorte en termes de liberté d'expression, ça peut vous aider beaucoup. Et cette liberté d'exploitation peut être faite soit sur la base plus limitée de documents qui auraient été fournis ou vus dans des procédures, ou alors il peut y avoir même des recherches d'antériorité qui sont faites dans le cadre de l'audit, quand on va plus loin, pour essayer d'évaluer de façon la plus indépendante et la plus large possible cette question de liberté d'exploitation. Mais ça, c'est la partie souvent qui devrait être la plus importante, qui n'est pas toujours faite, et sur laquelle vous avez aussi intérêt à coopérer et peut-être un peu guider sur ce que vous avez déjà fait pour montrer où vous en êtes et on va dire les points que vous avez avancés là-dessus. Voilà, je laisse peut-être la parole maintenant à Alan pour qu'il nous explique ce que lui a vécu dans le cadre de cette année. Du coup, pour rebondir, Philippe, il a tout dit. Non, c'est CVA, alors on ne se passe pas de liberté d'exploitation. Pour la série A, en tout cas, que nous, on a vécu, parce qu'aussi les levées de fonds
la levée de fonds était quand même importante. La propriété industrielle, elle a été énormément importante. On va dire qu'elle était même, elle était capitale. Alors parmi d'autres, pas que la propriété industrielle, mais ça fait partie du package que vous allez devoir fournir aux potentiels investisseurs qui vont rejoindre votre entreprise. En tout cas, dans notre cas, la propriété industrielle, elle a été regardée sur beaucoup de points et pas exclusivement que sur l'aspect des brevets, mais c'était aussi dû à la somme qui a été levée. Pour rebondir un peu sur l'ensemble des points, nous, en pratico-pratique, la manière dont on a procédé, ça a été déjà, on n'arrive pas le jour de la levée de fonds avec rien. Il faut vraiment se préparer longtemps à l'avance. Ça a l'air d'être théorique, mais et aussi barbant, mais il faut prendre la peine de le faire, que ce soit pour l'API ou que ce soit pour tous les autres sujets. En tout cas, en propriété industrielle, et c'est aussi pourquoi Verlet a fait le choix dès sa création d'avoir des compétences, enfin en tout cas des personnes qualifiées en propriété industrielle internalisées. Dans l'occurrence, c'était moi. Mais en tout cas, d'avoir au moins quelqu'un qui s'en occupe. Et on a commencé en fait à travailler sur les questions de levée de fonds depuis 2023. Donc c'est-à-dire qu'on a commencé à lever de fonds à Série A en 2025. On a commencé à tout préparer 2 ans en avance. Alors, on n'est pas obligé non plus, je pense, de s'y préparer tant de temps à l'avance. Mais dans la propriété industrielle, ça a été essentiel, notamment parce que l'une des questions qui a été soulevée lors de la levée de fonds, pour nous, ça a été la liberté d'exploitation. Et ça, pour le coup, comme Philippe l'a dit, on peut pas arriver le jour de l'audit avec rien. Parce que nous, on est une biotech, on est food tech, on est deep tech. Enfin, en tout cas, on est une start-up innovante. Et par définition, on doit prouver aussi que la technologie qu'on a proposée, qu'on propose, elle est protégée et qu'on est les leaders sur cet aspect-là et qu'on ne contrefait personne. Donc, du coup, la manière dont on a fonctionné, nous, sur ces aspects-là, c'est qu'en fait, on a créé 2 data rooms, donc des bases de données, quoi. Vous créez des dossiers. Une base de données plus générale où vous mettez, on va dire, les données générales qui ne sont pas sensibles. Il n'y a pas d'informations confidentielles. Vous allez y mettre les certificats de dépôt de vos marques, de vos brevets, vos titres, vos certificats de délivrance, d'enregistrement de vos droits de propriété industrielle. Ça, c'est pas confidentiel. Vous pouvez déjà mettre ça. Vous pouvez aussi y inclure votre stratégie propriété industrielle de manière générale, parce que les investisseurs sont très sensibles, en tout cas dans notre cas, sur est-ce que vous avez une stratégie pays? Est-ce que cette stratégie, elle est en lien avec la stratégie R&D? Est-ce qu'elle est calée sur la roadmap R&D, oui ou non? Parce qu'il peut y avoir un décalage, et si on dépose des brevets, comme ils l'ont dit, sur rien, en fait, sur des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous voulez commercialiser, c'est un peu embêtant. Donc déjà, il y a cette stratégie pays globale. Vous pouvez fournir des documents assez généraux. Sur la question de la liberté d'exploitation, c'est toujours un peu sensible de savoir ce qu'on partage, surtout au début, si on n'est pas certain que les potentiels investisseurs continuent l'aventure avec vous. Ce que je recommande, ce qu'on a fait, c'est une pratique comme une autre, c'est de ne pas fournir vos analyses détaillées avec vos argumentaires en disant que vous êtes à risque ou pas. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est avec l'aide de votre cabinet ou d'un autre cabinet tiers, de rédiger une lettre qui va résumer ce que vous avez fait. Vous avez fait des veilles brevets, telle année, vous suivez cette veille régulièrement, vous avez identifié tel brevet potentiellement à risque. C'est intéressant quand même de mettre les numéros de brevets aussi qui ont été identifiés, les propriétaires des brevets, et ensuite de donner un avis très général. Mais ne donnez pas vos arguments à ce stade-là. Vraiment, restez très général, une lettre signée par votre cabinet ou avocat ou que sais-je spécialisé en propriété industrielle, et vous la mettez dans cette data room. Ensuite, pour nous, ce qui s'est passé, c'est que pour les investisseurs qui veulent aller plus loin, on avait créé une deuxième data room qui, elle, est beaucoup plus légale, juridique, où on a inclus des données plus confidentielles comme les trade secrets, comme nos arguments sur la FTO, où là, on avait un document non pas d'1 page, mais de 5 pages, qui donnait un peu plus de détails sur on a identifié tel brevet, voilà notre stratégie A, B et C pour le contourner, pour l'invalider, je ne sais quoi. Ça, c'est sur l'aspect liberté d'exploitation. Dans cette data room-là, donc cette deuxième data room, ce qui est aussi important, c'est d'inclure vos contrats et aussi de prouver que vous êtes réglo, vous êtes carré sur vos contrats de confidentialité qui sont bien datés, qui sont bien signés.
que vous y prenez en avance aussi pour rassembler tous vos NDA, vos contrats de confidentialité, que vous les ayez bien centralisés. Ça, c'est super important parce que les investisseurs vont regarder ça. Pour les contrats de collaboration R&D aussi, le cas, c'est pensez bien à vérifier dans vos contrats de collaboration avec des partenaires les clauses IP et à qui va appartenir les résultats. La propriété des résultats, ce qu'on appelle le terme technique background et foreground IP, à qui va appartenir les résultats, les résultats qui sont issus de la collaboration. Est-ce que c'est un joint IP, une collaboration? Est-ce que vous partagez la propriété des résultats? Est-ce qu'il y a des résultats qui vous appartiennent à vous et pas aux autres, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Si vous n'êtes pas à l'aise, de voir des cabinets spécialisés, parce que c'est pas toujours évident. Et puis aussi, ce qui est attendu, c'est de fournir un document, donc dans cette phase un peu confirmatoire plus avancée, de fournir un document qui va résumer de manière synthétique toute votre propriété industrielle, que vous ne donnez pas forcément dans une étape préliminaire, mais plus confirmatoire avec des investisseurs qui vont vouloir continuer l'aventure avec vous, de fournir un document qui va vraiment résumer tous vos droits, que ça passe par les marques, les brevets déposés ou non déposés, qui ne sont pas encore publiés. Il faut vous fournir un résumé très simple de la couverture, des numéros de dépôt de demande, de dépôt, que vous fournissez aussi vos listes de noms de domaine. Est-ce que vous avez des noms de domaine? Est-ce que vous avez un site internet? Ça passe par les marques. Ça passe vraiment partout. En tout cas, nous, on a eu le petit bonheur d'avoir la totale. Voilà, donc ça, c'était en pratique ce qu'on a développé sur ces aspects-là. Et je pense qu'on a tout couvert sur ça. Je me permets d'intervenir au milieu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je ferai la modération ou alors à lever la main et je vous donnerai la parole. Donc, vous pouvez, là, si certains d'entre vous ont des questions, c'est un moment où on peut faire un petit break pour les prendre. Sinon, on continue. Merci pour ce rappel que la propriété, quand on parle de propriété intellectuelle, on parle de la grande boîte à outils dans laquelle on retrouve pas que les brevets, mais les secrets, les savoir-faire, les marques, et pour ceux qui sont dans le domaine du logiciel aussi, les droits d'auteur, les contrats qui sont clés pour l'exploitation paisible de ces logiciels. Donc peut-être, j'ai entendu là rapidement, voilà, ce qu'il ne faut pas faire, c'est n'avoir rien préparé, hein, si j'ai bien compris. Qu'il faut peut-être pas aussi réserver trop de surprises sur l'écart entre, Philippe, tu as parlé de mapping, Alan, de la correspondance entre ce qu'on a protégé et ce qu'on a comme produit ou service, c'est ce qu'on compte en faire. Ouais. Une anecdote peut-être ou une expérience sur les difficultés. On comprend que pour Verlet, ça s'est bien passé, donc félicitations. On a eu la chance. On a eu un audit qui a été complet, mais pour le coup, comme on était préparé suffisamment en amont, on n'a pas eu trop de problèmes. La seule chose, c'est qu'il faut être capable d'être carré, en fait, de montrer ce qui a été fait et de montrer le sérieux, en fait. Et peu importe si vous avez des trous dans la raquette, il y en aura toujours. Mais plus vous montrez que vous êtes sérieux, vous êtes préparé, et que ce soit la R&D, l'API ou d'autres sujets, ça passera beaucoup plus facilement et les investisseurs seront beaucoup plus enclins à suivre et à investir. L'écueil principal qu'on avait effectivement vu, c'était par rapport à la liberté d'exploitation. Montrer que vous avez une connaissance quand même à minima de votre paysage brevet pour les concurrents, au moins les principaux concurrents, et d'avoir identifié les brevets qui peuvent être un peu gênants. Et déjà d'avoir établi une stratégie, même si elle est en cours, lors de la levée de fonds, montrer que vous avez déjà réfléchi à ce que vous voulez faire pour la suite. Donc on a compris qu'il y avait plusieurs niveaux de communication, de préparation, mais en gros, tout mettre sur le tapis, ça ne le fait pas, quoi. On ne pourrait pas ne pas tenir compte de son environnement. Non. Ok. Sur les écueils, alors effectivement, je pense que l'intérêt, c'est de... Enfin, ce que n'aiment pas les investisseurs, et puis c'est les surprises. En fait. C'est-à-dire qu'effectivement, alors l'exemple typique, c'est la mauvaise connaissance du paysage concurrentiel brevet. Et après, comme l'a dit Hélène,
on n'est pas obligé d'être parfait parce que sur la question de liberté d'exploitation, de toute façon, c'est pas possible d'aller au fond de la démarche. Sinon, vous allez passer tout le cash de votre société à essayer de faire la liberté d'exploitation et ça ne vous apportera rien en termes de quelque chose, une part de risque qui va être prise. Et il faut que le risque il soit proportionné, on va dire, au stade de développement où vous en êtes de votre entreprise. Donc là, c'est tout à fait possible de dire, j'ai pas tout fait, mais j'ai regardé au moins ça. Effectivement, les concurrents principaux, j'ai fait quelque chose qui est réaliste et qui correspond au niveau de développement de l'entreprise et ce que vous allez. Et ce qu'on va vous demander aussi en termes de tickets va dépendre, les exigences vont dépendre aussi de ce que va mettre l'investisseur. Après, on a cité ici vraiment, mais à titre vraiment d'anecdote, quelques écueils qui peuvent se présenter, notamment sur les incohérences de titularité. L'exemple typique, c'est l'absence de session écrite pour des dirigeants fondateurs, des développeurs freelance ou des stagiaires qui n'ont pas signé de contrat de session. Donc ça, on va dire que c'est vraiment la tarte à la crème, et c'est à la limite, c'est pas forcément le plus dur à parce que ça se corrige, ouais, ça peut se corriger le jour J, alors qu'une liberté d'exploitation, ça ne peut pas se faire en 2 jours. Non, on peut pas en reboucher, c'est comme reboucher une bouteille de champagne, c'est pas possible. Donc en fait, l'absence de session écrite, c'est vraiment, là, c'est vraiment des exemples de choses qui sont corrigeables en général, même si c'est pas toujours facile. Des choses un peu plus compliquées en termes de logiciel, c'est le flou sur la composition et l'origine du logiciel, parce que ça, c'est vraiment un sac de nœuds si vous avez des briques qui sont des briques open source. Donc c'est un peu difficile de. Enfin voilà, c'est pas ça, c'est assez compliqué à corriger. Et en plus, il faut plutôt avoir on va voir après, mais régulièrement avoir une approche qui va être assez en amont pour dire voilà, j'ai fait ça, faire les choses proprement, essayer de tracer d'où viennent les différents composants et se dire voilà, j'ai tracé tout ça, donc je peux fournir tout ça. Ça va être compliqué à faire dans le cadre d'un audit sur le sujet. Et après, il y a des surprises dans la protection, ça c'est un peu embêtant. Il arrive, quand on fait des audits, qu'on découvre des antériorités, voire des antériorités gênantes, voire des vidéos sur YouTube datant d'avant le dépôt de brevet, ce qui est vraiment très très dommageable. Donc, encore une fois, il faut faire attention et on va voir après il faut essayer d'être le mieux. Ce qui est un peu parfois embêtant, c'est que, et je pense que vous avez un bon exemple de société qui est structurée, mais quand la société s'est créée, tout le monde n'avait pas forcément les bons réflexes. Et vous avez parfois des titres de propriété industrielle, des brevets qui peuvent être importants, qui ont été déposés assez tôt dans la vie de la société, à une époque où il n'y avait pas encore on va dire, une structure, des personnes peut-être qualifiées en propriété industrielle qui pouvaient vous aider dans la société à mettre en place, à vous avertir sur les questions de secret, etc. Donc ça peut être assez problématique. L'intérêt, ce serait peut-être, comme disait Anne, c'est avant d'arriver à l'audit, peut-être de dire ok, on n'est pas parfait, on a tel et tel, on a éventuellement tel et tel trou dans la raquette. Il vaut mieux le dire avant plutôt que ce soit lors de l'audit que ça se retrouve, parce que ce genre de surprise peut être un peu dommageable sur le rendu final si on a vraiment des grosses surprises dans la stratégie du pays. Et une autre chose, c'est si vous décidez d'avoir une stratégie pays light, c'est-à-dire une stratégie par le secret, ce que j'appelle light, c'est sans dépôt de titre, mais une stratégie par secret, ça peut s'entendre parce qu'il y a des domaines où c'est pas forcément approprié de déposer en divulguant beaucoup de choses, c'est pas un problème. Mais simplement, il faut pouvoir l'expliquer. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir avoir une stratégie sur ces points-là, sur certaines parties de logiciels, par exemple, où il faut pouvoir expliquer pourquoi j'ai fait ça. C'est pas juste dire parce que c'est par défaut ou par fait, c'est encore pire que tout, mais de dire voilà, j'ai fait ça parce que j'ai consulté des conseils et finalement la balance bénéfice-risque de la divulgation, par exemple, par rapport à ce que ça va m'apporter, n'était pas positif. Donc du coup, j'ai construit une stratégie secrète, mais une stratégie de secret, ça peut être. Il faut que ce soit organisé, c'est-à-dire c'est pas juste, il faut avoir quand même montré que dans la politique de l'entreprise, vous avez des choses écrites qui vont encadrer ces stratégies de secret. Donc si vous faites une stratégie de secret, c'est entendable. Par contre, ça exige aussi de montrer l'organisation que vous avez mis en œuvre dans cette stratégie de secret. Voilà. Merci pour la transition. C'est tout à fait. Là, on entend beaucoup. Vous entendez comment ça se passe, on entend qu'il faut avoir anticipé, il faut avoir préparé. Donc c'est sans surprise qu'on vous recommande de construire une stratégie de pays et de tracer son chemin comme le petit poussé. Et ça s'organise. Moi, j'ai en tête des témoignages de responsables pays en entreprise, Alan en est un, et dans des plus grandes entreprises aussi, qui disent clairement qu'une stratégie de secret, ça peut revenir même presque plus cher qu'une stratégie de dépôt de titres de pays, parce que ça s'organise, ça embarque du monde dans l'entreprise, des moyens techniques aussi, des contrôles d'accès,
des accès différenciés sur le plan informatique, des incentives aux salariés, parce qu'on n'est pas propriétaire des gens et de leur cerveau. Hein, donc, voilà, c'est toute une organisation à mettre en place. Et puis derrière, un suivi, finalement, une hygiène pas à pas du développement de la R&D qui est mise en place. Alan, peut-être, c'est pour rebondir sur ces points-là, illustrer comment c'est fait chez Verlet et qu'est-ce qui s'est passé depuis 2023, finalement, tout ce qui a été mis en place pour que ça se passe bien les 6 mois l'année dernière, quoi. En fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, comme j'ai dit, depuis 2023. En fait, depuis mon arrivée, le but, ça a été de tout structurer. Alors, c'était déjà bien fait en amont, avant que j'arrive, pour le coup. Au moins, Verlet, ils peuvent se targuer d'avoir fait ça, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les entreprises. Mais quand je suis arrivé, globalement, si on peut résumer, déjà, la première chose à dire, c'est que la levée de fonds, c'est quelque chose qui se passe sur le long terme, en fait. C'est pas que le jour J, mais ça se prépare bien d'avant. C'est l'objectif final, entre guillemets, à atteindre pour une startup, et puis après, on passe à la suivante et à la suivante. Mais c'est, on va dire, l'objectif principal sur 2 ans. La première chose, c'est vraiment, et c'est ce qu'Averlet a décidé de faire, c'est il faut vraiment que vous vous entouriez de personnes compétentes dès le début. Parce qu'il peut arriver que des fois, ce soit le dirigeant ou telle personne qui s'en occupe, qui n'a pas les compétences. Et la propriété industrielle, c'est quand même assez complexe, comme beaucoup d'autres sujets, mais pour le coup, ça paraît toujours obscur. Ça peut être très chronophage, ça coûte de l'argent. Et c'est important de s'entourer soit de cabinets comme Germain Moreau, Plastro, Ecosa, etc., ou d'internaliser, si vous en avez les moyens, très tôt, quelqu'un qui est spécialisé en propriété industrielle et qui peut vous aider. Là-dessus, ça serait mon premier conseil, la plus grosse stratégie. Et à partir de là, cette personne ou ce cabinet va vous aider à mettre en place la stratégie la plus adaptée. Et ça commence souvent, et c'est ce qui a été fait à Verlet, par une sorte d'audit que l'INPI peut aussi faire avec le diagnostic pays. Il peut y avoir ça, où les cabinets vous aident, de faire cet audit, ce diagnostic, et de voir un peu les forces, les faiblesses, et de voir... Est-ce qu'il vaut mieux se focaliser d'abord au vu du budget sur les brevets, sur les marques? C'est pas forcément évident pour tout le monde. Est-ce qu'il vaut mieux déposer un brevet? Est-ce qu'il vaut mieux le garder secret? Cette balance qui est très compliquée souvent pour les gens entre est-ce qu'on divulgue? Oui, mais dans le brevet, on va tout divulguer car il va être publié, ou alors est-ce qu'on garde tout secret? Et ça aussi, il faut être capable de l'expliquer aux investisseurs de pourquoi j'ai pas protégé. Pourquoi j'ai fait du secret? Parce que le problème aussi avec le secret, c'est que c'est secret, mais c'est pas une protection en soi. Il y a cette incertitude juridique qui est... Et ouais, de le mettre en œuvre réellement versus un brevet où il y a l'action en contrefaçon, qui est cher, mais il y a au moins cette action-là, ce levier juridique qui existe, qui n'est pas le cas pour le secret. Donc, une fois que vous avez la personne, que vous mettez en place la stratégie pays, comme on a dit avant, c'est ce qu'on a fait à Verlet, c'est de faire en sorte que ça soit collé à la stratégie R&D. Vraiment, dès le début, il faut vous assurer que ce soit cool la stratégie R&D. Il faut que l'API soit dans le comité, alors pas comité de direction forcément, mais au moins dans le pilotage stratégique, que l'API soit régulièrement dans les points de suivi R&D, dans les réunions, pour que à la fois l'API sache ce qui se fait et à la fois que la R&D aussi sache que l'API existe. Parce que la difficulté en interne, c'est de faire en sorte que l'API soit intégré dans les esprits et l'état d'esprit, sinon ça marche pas. Ce qu'on a fait, nous, en interne très tôt, et ce qui a été fait avant mon arrivée aussi, c'est d'avoir une très bonne connaissance, du coup, ce qu'on disait, du paysage brevet. Soit la personne en interne peut le faire, soit les cabinets peuvent vous aider. Il y a aussi Questel ou d'autres entités qui peuvent aussi réaliser ça. Avoir au moins un mapping de ce qui existe. Pour l'interprétation des brevets, des revendications, je vous conseille de voir avec un spécialiste pour le coup, parce que Questel ne vous aidera pas sur ces aspects-là. Par contre, pour aller plus loin sur les revendications, voir un spécialiste. Et une fois que vous avez ce mapping, on va dire, ça va vous orienter. En tout cas, nous, ça nous a aidé à savoir, en termes de FTO, premier point, est-ce qu'on est clean ou on n'est pas clean? Et ensuite, d'enchaîner tout ça, j'en reparlerai juste après rapidement. Ça nous permet aussi d'avoir une idée de comment on positionne notre technologie par rapport aux concurrents. Est-ce qu'on est leader, pas leader, etc. Ça, c'est un point que les investisseurs vont regarder, être capable d'avoir une slide, 2 slides sur le mapping général des brevets, où vous vous positionnez. Et ça aussi enchaîne la question de la brevetabilité. Parmi tant d'autres questions, est-ce que vous pouvez déposer un brevet, pas déposer de brevet, etc.
Encore une fois, il faut se tourner vers un spécialiste pour la rédaction des brevets à ce moment-là. Et le troisième point, la veille brevet, ça a aussi l'avantage d'informer vos équipes et de donner des petits tips, des tuyaux à vos équipes sur bah, ils ont fait comme ça, nous on peut faire comme ça, on peut innover de telle façon, et c'est super important. L'écueil qu'on n'a pas parlé forcément, c'est il ne faut pas réaliser la veille ou la FTO à un instant T et la laisser de côté. Il faut vraiment, ce que je disais, qu'il y ait des points de suivi réguliers avec la R&D pour vous assurer que votre veille, votre analyse, elle corresponde encore à la réalité. Parce qu'on peut faire une FTO, je ne sais pas, en 2023, en 2025, le produit il a complètement changé. Et en fait, l'analyse ne correspond plus du tout. Même l'analyse des avocats n'est plus réaliste par rapport à votre produit. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie vraiment veille, brevet, etc. Aussi pour quelque chose qui va être regardé par les investisseurs, c'est sur la question du portefeuille brevet. Souvent, dans une startup, les choses elles vont très vite. On change souvent de projet en une semaine. C'est un peu exagéré, mais souvent de mois en mois, ça change. Et la chose, c'est quand vous rédigez un brevet au tout début, souvent c'est sur de la théorie. Et au fur et à mesure, le brevet correspond plus forcément à la réalité. Donc là, il faut vraiment réfléchir avec votre spécialiste ou cabinet de savoir est-ce qu'il faut abandonner la demande. C'est pas forcément une tare d'abandonner la demande en cours de route. Surtout si elle n'est pas publiée encore. Si elle est publiée, bon, ça fait de l'intérêt, mais et de voir s'il ne faut pas déposer notre demande ou on ne peut pas modifier la demande existante. Ça, c'est super important pour que ça colle à la réalité du terrain. Donc ça, c'est sur la partie brevet. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a d'autres droits qui existent, plus ou moins développés, surtout les marques, je dirais, pour les startups, donc deep tech, etc. Les marques, elles sont aussi importantes. Elles sont regardées par les investisseurs. Assurez-vous au moins de protéger à minima, si vous pouvez, votre nom d'entreprise et votre logo, si c'est possible. Et aussi peut-être vos noms de produits, etc. Et de ne pas négliger et les noms de domaine qui vont avec aussi, de bien clôturer ces espaces-là, parce qu'on vous demande lors de l'audit de fournir une liste des noms de domaine que vous avez déposés, pourquoi, etc. Aussi pour faire gagner du temps et de l'argent, petit tuyau, je pense que c'est important, comme pour les brevets, de faire une analyse de brevetabilité en amont, au moins d'avoir une idée de comment orienter la rédaction des brevets, si je peux avoir un brevet ou pas. Ça coûte comme 3 000, 4 000 euros, etc. Mais ça vous fera gagner de l'argent plus tard. Et aussi pour l'examen, ça vous fera gagner du temps. Et pour les marques, c'est pareil. Vous avez la possibilité avec votre cabinet de faire des analyses de validité, disponibilité de marques. Peut-être avec l'INPI, je ne sais pas, c'est possible aussi, s'il y a des aides pour ça. En tout cas, voilà, ça fait partie de la checklist, Ouais. comme dit dans les diags. Il y a des recherches qui sont possibles. L'analyse passera aussi vite par un conseil en professionnel. Ouais. Donc, d'avoir une idée aussi des marques qui existent déjà. Alors, marques, dessin modèle, droits d'auteur qui existent dans leur intérieur. Et ça vous fera gagner du temps aussi, de l'argent pour plus tard. Donc, ça, c'est sur cet aspect-là. Il y a un autre aspect aussi à ne pas négliger. Donc, 2 derniers points. C'est sur la partie secret. Alors, pour une startup, il y a moins le fond et les moyens que d'avoir une stratégie secrète comme Michelin ou Coca-Cola ou Sanofi, par exemple. Mais veillez quand même à avoir mis en place des mesures, que ce soit informatique, avec les fonds disponibles, des mesures au niveau aussi physique, enfin, les bonnes pratiques à faire appliquer à vos employés, même si vous n'êtes que 10, pour éviter qu'il y ait des fuites. Et ça, c'est aussi important pour les brevets de ne pas révéler en amont ce qui a été fait, sinon vous êtes un peu, vous ne pourrez plus déposer de brevet forcément là-dessus. Et ce que je peux conseiller, notamment pour les biotech et autres, c'est d'opter très rapidement pour un cahier de laboratoire électronique qui vous permettra de prendre date très rapidement, un peu comme une enveloppe solo. Vous avez aujourd'hui des solutions de cahier de laboratoire électronique qui permettent de prendre date, de redater vos données. Déjà, ça a 2 années, ça montre que vous êtes les premiers à avoir fait telle ou telle chose. Ça va dater vos inventions et vos créations. Et le deuxième aussi, ça va permettre aux investisseurs de montrer l'ensemble de votre base de données de recherche. Tout ce que vous avez fait, les designs d'expérience, les résultats, etc., vous les avez centralisés dans ce cahier de laboratoire-là, avec l'historique des modifications, des signatures, etc. Donc ça, c'est très important. Et je passe très rapidement sur les points, mais à voir s'il y a des questions. La dernière phase, je dirais, ce sont les contrats. Qui sont pays et pas que pays, mais en tout cas pour la partie clause pays dans les contrats,
assurez-vous, lorsque vous discutez avec des personnes externes, extérieures d'entreprise, de faire signer des contrats de confidentialité et qu'ils soient signés. Ça peut arriver de retrouver des NDA qui ne sont pas adaptés du tout. Donc ça, c'est un problème. En tout cas, voilà. Et nous, ce qu'on a mis en place aussi, c'est une base de données pour rassembler les NDA qui ont été signés, contrats de collaboration, contrats clients, etc., avec des outils de suivi. Comme je disais au début, c'est sur les clouds de pays, assurez-vous de montrer en fait que vous avez la propriété des résultats, ou en tout cas que vous avez une collaboration ou autre, mais que tout n'appartienne pas à la partie tierce, quoi. Ce qui peut être problématique lors de la levée de fonds, de s'apercevoir en fait que ce que vous avez développé ne vous appartient pas au final. Voilà. Et puis, j'ai pas listé. Non. Une dernière chose aussi, c'est ce qui nous est arrivé aussi, c'est lorsque vous développez un site internet où vous avez des visuels, marketing, commercial, enfin pour de la pub ou autre, souvent c'est pas vous qui allez le faire, ça va être une tierce personne qui va le faire. Assurez-vous d'avoir les contrats de cession des créations, donc en clair que la personne qui fait le design, la charte graphique, les logos de votre entreprise, vous avez cédé les droits patrimoniaux sur ces créations et l'exploitation. Parce qu'il peut y avoir des mauvaises surprises lors de la levée de fonds, s'apercevoir que ça ne vous appartient pas. Alors encore une fois, c'est pas dommageable dans le sens où vous pouvez corriger le tir. Alors si la boîte n'existe plus, si vous avez fait le visuel et qu'elle n'existe plus in fine, c'est pas forcément une bonne chose. Mais voilà, mais en tout cas, ça fait partie de bonnes pratiques. Mais vraiment, le dernier point sur lequel il faut insister, en tout cas en biotech, c'est vos brevets, fournir un résumé de la protection de vos brevets, que ce soit en accord avec votre activité, et sur la liberté d'exploitation. Encore une fois, vraiment, assurez-vous d'être carré sur ça. Évidemment, on pourrait faire tout et n'importe quoi sur la liberté d'exploitation, mais avec l'aide des spécialistes, voyez ce qui est le plus pertinent de faire. D'agir, de ne pas agir, de faire une analyse plus poussée ou de rien faire, mais au moins, vous montrez aux investisseurs que vous avez fait quelque chose. Voilà. Ouais, donc on l'a vu, c'est le faire au fur et à mesure. Ce que je comprends, c'est qu'il y a ce côté de traçabilité, d'ailleurs, qui est vertueux pour plein d'aspects, pour les crédits d'impôt recherche, sa veille et techno. C'est vrai que c'est des choses qu'il va falloir documenter. Le faire au fur et à mesure, le mettre à jour aussi, à mesure que le produit évolue, à mesure que les marchés évoluent. On n'a pas insisté, mais un droit de propriété industrielle, c'est toujours territorial. Donc, il faut faire fitter la couverture géographique de la protection, technique et géographique de la protection, que ce soit du point de vue des brevets, des dessins et modèles, lorsque vous avez un produit qui a une certaine apparence, une esthétique, et les marques. Et donc, suivre aussi au fur et à mesure du développement de l'entreprise. Quand on est deep tech, on va commencer par beaucoup s'occuper de la tech, c'est dans le nom, et des brevets, mais après, au fur et à mesure qu'on gagne en visibilité, qu'on communique ou qu'on va vers le marché, là, on va se pencher sur les marques, effectivement. Donc, ces droits de propriété industrielle, il n'y en a pas un plus fort que l'autre, mais ils correspondent à des aspects différents de votre innovation et à des temps différents aussi et de pertinence par rapport à votre niveau de maturité. Si j'avais juste un tout dernier point, ça me fait penser, c'est il faut penser aussi à sensibiliser vos salariés, alors les nouveaux arrivants et les anciens, sur la propriété industrielle. Parce que vous avez des personnes souvent qui sont des PhD, des gens qui ont une thèse, qui viennent de l'académie, qui ne sont pas du tout sensibilisés à de vécu sur la propriété industrielle, qui trouvent ça souvent barbant et qui sert à rien. Il faut quand même bien les sensibiliser parce que c'est eux qui vont innover, qui vont vous faire remonter les innovations, et ça, c'est important de bien les sensibiliser, à minima la R&D. En tout cas, à Verlet, on a un programme de formation pour tous les nouveaux arrivants et qui est adapté selon les départements commerciaux, sales, R&D, etc. Et le dernier point, c'est veiller à, et ça, les investisseurs l'ont demandé, à ce que vous ayez une politique d'invention de salariés qui est bien mis en place, avec un process de déclaration des inventions, des mémos d'invention, etc. Et aussi que vous ayez mis en place les systèmes de primes et de rémunération supplémentaire plutôt, qui est, on va dire, obligatoire au niveau légal français, et qui est important. Et ça dépendra de votre contrat de travail, convention collective, ou que sais-je. Mais en tout cas, nous, c'était la convention collective. Mais de mettre en place des primes, j'appelle ça primes et rémunération. Et ça permet aussi
de sensibiliser d'autant plus les employés à innover, de les pousser à participer à la rédaction de brevets aussi, à être inventeur, le fait d'avoir des primes, ça peut aider. Alors évidemment, il faut que ça soit réaliste par rapport aux fonds disponibles de l'entreprise. Voilà. Donc pour que ça marche, il faut qu'il y ait quelqu'un qui suive, qu'on y accorde de l'importance et que ce soit l'affaire de tous finalement. À la fois il faut un pilote dans l'avion et à la fois il faut l'API ne marchera pas si elle est mise de côté par les dirigeants. La chose doit venir des dirigeants, c'est les dirigeants qui doivent insuffler l'API et l'API ensuite viendra vers les employés et les équipes R&D viendront vers l'API plus facile. Un mot de conclusion, Philippe? Un mot de conclusion rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en fait, on va. Alors, je pense qu'on a bien expliqué, puis avec l'expertise de Verlet, on va bien montrer. L'audit, il faut anticiper ce audit, c'est-à-dire que c'est pas une semaine avant l'audit qu'on va commencer à se préparer. Il faut construire une stratégie pays. Donc, en fait, l'audit n'est qu'une façon de valider une stratégie pays qui a été vraiment mise en œuvre bien en avant le plus tôt possible dans la vie de l'entreprise pour pouvoir être prêt le jour de l'audit. C'est aussi important de savoir présenter, c'est-à-dire, comme on l'a dit, expliquer pourquoi on a fait les choses, montrer pourquoi on a fait certains choix. Il y a beaucoup de choses qui peuvent s'entendre lors d'un audit, mais il faut juste montrer qu'on a eu une stratégie qui était logique et qui était cohérente avec l'approche de la société, ses moyens, son vécu et la vision qui est là pour le futur. C'est important de coopérer, alors on va dire que je prêche pour ma paroisse, mais en pratique, c'est très important pour conduire cette stratégie pays de se faire accompagner. Et en fait, il y a deux façons de se faire accompagner. Soit vous avez dans votre société quelqu'un qui est qualifié en pays, donc ça c'est déjà, c'est l'exemple d'Alain, c'est-à-dire de quelqu'un qui peut chez vous faire ce travail-là. Sinon, ne pas hésiter à se faire accompagner par des conseils, avocats, conseillers en propriété industrielle qui pourront vous aider, vous donner des informations pour essayer de c'est pas forcément évident aussi pour les gens de savoir la différence entre conseil et avocat. Je dis ça parce que souvent on confond avocat et conseil et qui fait quoi et que fait l'un et que ne fait pas l'autre, par exemple. Alors ça pourrait donner lieu à une autre présentation, mais en pratique, les conseillers en propriété industrielle, les avocats ont on va dire un monopole général sur le droit et les conseillers en propriété industrielle sont vraiment très spécifiquement, se consacrent très spécifiquement juste à la partie qui concerne l'obtention des titres de propriété industrielle, les processus, les procédures et tout ce qu'il y a autour de ça, des opinions, vous aider à définir une stratégie, mais vraiment spécifiquement sur les questions de propriété industrielle. C'est écrit dans le nom, conseil en propriété industrielle, ça s'occupe de propriété industrielle, mais effectivement. Parce que les avocats, ça sera plus pour l'aspect légal, litige, juridique. Si vous avez besoin d'avoir une lettre, par exemple, pour la liberté d'exploitation, il vaut mieux la faire signer par des avocats, pour le coup. Mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on avait fait, mais je ne sais pas, là, par exemple, oui, la question, c'est à qui est-ce qu'on l'a fait signer au final? Après, alors c'est une bonne question. Je pense qu'on pourrait, mais en fait, en plus, il y a des questions souvent sur la partie liberté d'exploitation et la partie technique d'analyse. Ça, c'est le conseil. Ça, c'est le conseil qui va la faire. Et bon, en général, on a quand même l'habitude de travailler en bonne intelligence avec des avocats pour voir où on va, puisque s'il y a un litige, notamment par la suite, c'est intéressant d'avoir un avocat dans la boucle qui pourra vous accompagner aussi devant le tribunal. Alors, le niveau 1 et l'étape 1, c'est vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec l'INPI et on essaie de vous décortiquer un petit peu ce paysage et les différents outils pour y voir plus clair, avoir le niveau le vocabulaire pour pouvoir interfacer avec ces spécialistes parce que, comme l'a dit Alan, ça reste quand même quelque chose de complexe qui peut représenter des investissements. Donc, quand même bien d'y voir clair et de oser franchir le pas d'aller voir les spécialistes. Et savoir par où commencer. Voilà. L'INPI, c'est un peu le point de départ, effectivement. On va y revenir peut-être sur les aides. Tu voulais juste dire, il y a une juste pour l'audit, coopérer, ça veut dire aussi coopérer avec la personne, avec le cabinet qui va vous auditer. C'est assez important parce que c'est une des choses qui va permettre de faire que l'audit soit un succès. Donc coopérer, et on a dit vendre et pas survendre, c'est-à-dire il vaut mieux présenter quelque chose qui soit réaliste, honnête par rapport à votre situation. C'est assez important qu'il n'y ait pas de surprise, quoi. Donc c'est important, évidemment, on se présente toujours sous son meilleur jour, c'est sûr, mais l'important c'est de ne pas vendre du rêve, on va dire. Et s'il y a éventuellement, c'est toujours possible de présenter les choses de façon objective. Personne ne s'attend à ce que vos stratégies soient parfaites. Voilà.
et prouver qu'on a mis en place enfin, s'il y a un problème identifié, le partager pour pas que ce soit les investisseurs qui découvrent. Il vaut mieux le partager et surtout montrer quelles sont les stratégies mises en place pour résoudre ce problème. S'il y a ça, de toute façon, il y aura toujours des problèmes quelque part. Et surtout qu'en général, l'audit pays arrive assez tard dans le process. Donc, si la surprise arrive tard dans le process, c'est jamais bon. Il vaut mieux l'avoir avant, identifier juste avant. Dernier point, il faut tirer parti de l'audit, c'est-à-dire dans l'audit, il va y avoir des recommandations. Et c'est assez intéressant parce que finalement, on ne prend pas toujours le temps. Alors même si on a une stratégie suivie, c'est pas toujours évident de se poser, de prendre le temps de refaire un audit complet de toute sa stratégie pays. Donc l'audit, c'est un moment, on va dire privilégié. Alors je ne sais pas si c'est perçu comme privilégié par tout le monde, mais en tout cas, c'est un moment où il va y avoir des recommandations qui vont être faites suite à une revue de l'ensemble de votre portefeuille et de vos stratégies. Donc c'est intéressant de tirer parti des recommandations qui sont faites et éventuellement de réaligner avec sa stratégie d'entreprise, surtout quand on fait une levée de fonds. Il y a des choses qui peuvent changer. Un exemple, c'est si on est racheté par une autre société industrielle, par exemple, elle peut avoir un réseau de distribution qui n'est pas du tout celui qui était celui de la société avant. Donc, ça veut dire que peut-être on peut avoir accès à des marchés différents, que ce soit des marchés géographiques ou des marchés technologiques différents. Donc, ça peut permettre éventuellement de tirer parti de ça pour refaire une petite passe sur sa stratégie et peut-être la toiletter légèrement. J'ai une question, je la pose maintenant, ça vous va ? Ouais. Dans le chat, j'ai une question qui dit « Qu'en est-il de l'exploitation des résultats de recherche publiés dans des articles scientifiques dont on est co-auteur ou non-auteur ?» Voilà une excellente question. Eh ben, on va dire que ça dépend, puisqu'en fait… c'est le fameux background dont on parlait. Oui, mais la question, c'est sur ces résultats de recherche. Ouais, mais sur ces résultats de recherche, est-ce qu'il y a déjà eu, par exemple, des brevets qui auraient été déposés une nom d'une entité, par exemple? S'il y a juste un article de recherche, on va dire que ça fait partie de la technique. Par contre, il faut quand même faire attention parce que si on a fait cet article dans le cadre d'un institut de recherche et qu'en même temps, il y a eu un brevet qui a été déposé, ce brevet, les droits qui sont attachés à ce brevet, il faut savoir quels sont les titulaires de ce droit parce qu'on n'est pas forcément dans une situation où on va pouvoir exploiter ça. Donc ça, il faut regarder effectivement s'il y a la propriété intellectuelle qui correspond à ces travaux de recherche-là et à qui ils appartiennent. Parce que si on a quitté l'entité scientifique et que l'entité scientifique reste le titulaire de droit, ben on n'a pas forcément le droit de les Qu'est-ce qui a été convenu? Parce que si effectivement c'est un point qui est dans un contrat où il y a des gens qui ont l'exclusivité d'exploitation de certains résultats ou d'accès à des bases de données, quand faut-il respecter les contrats? Après, ça peut donner lieu à une licence éventuellement ça peut donner lieu à une licence si on veut exploiter en dehors de l'entité scientifique. Souvent, nous, ce qui est fait, c'est quand on collabore avec une université, un institut comme ça public, on dépose toujours le brevet avant. Et ensuite, quand on collabore avec cet institut, université, on a un contrat qui va bien définir ce que l'université a le droit de faire, etc. Mais généralement, ils ne veulent pas avoir les droits sur les résultats, ils veulent avoir le droit de publier. Je parle dans notre domaine, en tout cas. Mais ce n'est pas généralisable. Mais souvent, effectivement, ce qui est fait, même pour les concurrents, c'est déposer des brevets avant. Et on a toujours les brevets qui sont publiés sur la même thématique d'articles scientifiques qu'on va retrouver par la suite. Donc, l'État appartient souvent qu'à l'entreprise. Après, ça va vraiment dépendre de l'entité parce qu'il y a des établissements publics qui déposent quand même un certain nombre de brevets et même dans des où il peut y avoir des collaborations et des contrats de collaboration. Donc en fait, il faut quand même bien regarder cette question-là, savoir effectivement s'il y a des types de pays qui existent et si oui, est-ce qu'il y a des contrats qui s'attachent à ces types de pays parce qu'il peut y en avoir. En France, parmi les premiers déposants français, il y a quand même des établissements de recherche publique. Donc, après, c'est les contrats en fait. Tout passe par contrat. Alors, Philippe l'a dit, c'est l'occasion de se poser. Et Alain l'avait cité. Effectivement, on a dit c'est complexe, on a dit il faut vous faire accompagner, donc pas de panique, vous n'êtes pas tout seul. On est là tous les 3 ce matin et tous les 2 dans French Tech Central, on le redira après. Mais donc il y a des experts du secteur privé en cabinet qui sont là pour vous accompagner sur cet exercice en particulier et tout au long de la construction de votre stratégie. Et pour commencer ou pour faire un point, pour se poser, INPI propose effectivement de faire un diagnostic. On va passer en revue les différents aspects, aussi bien les marques, les logiciels, les bases de données, les secrets, les savoir-faire, les contrats,
pour essayer de faire une photo à date des pratiques de propriété intellectuelle dans l'entreprise, ce qui permet d'identifier effectivement les points d'amélioration, le cas échéant. Et après, charge à vous de décider ce que vous voulez faire, évidemment, et quels moyens. Mais voilà, en connaissance de cause, qu'est-ce que vous perfectionnez? D'ailleurs, ça a été très apprécié par les investisseurs, parce que dans notre cas, on avait fait plusieurs diagnostics, mais le dernier en 2025, et en fait, ça montrait sur tous les forces. Et ça appuie sur les forces, et pour le coup, on a eu un document donc, de l'INPI, et on l'a soumis aux investisseurs, et ils étaient très sensibles à ça. Oui, c'est une sorte de résumé. Tant mieux. Effectivement, comme on voit sur l'image, là, on a des degrés de maturité de la pratique qui sont cotés sur les différents sujets. Comme on a dit, on peut tout entendre. Hein. Effectivement, il n'y a pas de bonne ou mauvaise note, c'est pas l'idée. Il n'y a pas de conseil qui est donné par l'INPI, mais ça pourra l'être après par les conseils en propriété industrielle. Et dire, voilà, on est une deep tech qui a 2 ans, on n'a pas de produit qui sort avant 10 ans. Bah, ça ne me choque pas de voir qu'on est assez peu avancé en marque, mais qu'on l'est davantage en brevet, en savoir-faire, par exemple. Et puis, se poser peut être aussi l'occasion de réfléchir à sa stratégie de propriété intellectuelle avec de la formation. Alan l'a dit, c'est bien qu'il y ait un pilote, c'est bien que les dirigeants soient embarqués, mais ensuite soient mobilisés au premier chef, mais ensuite il faut embarquer. Donc, il y a un programme de formation qui s'appelle Masterclass qui permet d'allier des séances en collectif avec des échanges avec d'autres entrepreneurs et des séances en individuel avec les conseils qui vous accompagnent déjà ou d'autres qu'on pourrait mobiliser pour l'occasion, donc des conseillers en propriété industrielle, des avocats spécialisés, par exemple. Et c'est pas un stage de pays, on ne vous demande pas de faire que ça pendant une semaine, c'est sur 6 mois, vous réfléchissez, ça décompte et vous optimisez votre stratégie de pays. Et puis, il y a des aides disponibles plutôt sur le volet financier. Hein. Vous connaissez peut-être déjà le dispositif Passe-Pays qui vient cofinancer des actions de propriété industrielle réalisées par des experts. Et bien, il en existe un qui va permettre de cofinancer à hauteur de 50% une évaluation des actifs de propriété intellectuelle par les spécialistes. La Commission européenne a également mobilisé des fonds pour venir financer les dépôts de titres de propriété industrielle, le SME Fund, notamment, qui vient financer des taxes, alors que le Passe-Pays va financer plutôt des honoraires. Le IC, hein, vous connaissez certainement, pour ceux d'entre vous qui sont dans la tech, ça fait parmi des gros financements publics qui vont regarder la fameuse FTO, la fameuse liberté d'exploitation dont on a parlé. Et puis, bien sûr, gros acteurs du financement public et de la prise de risque en France, BPI France, qui tient compte aussi de la propriété intellectuelle. Donc voilà un petit peu un panorama des aides pour vous dire que voilà, c'est complexe certes, mais vous n'êtes pas seul et ça se fait dans le temps. Pour en savoir plus, vous pouvez aussi prendre rendez-vous tout simplement, comme l'a dit tout à l'heure, en faisant un clin d'œil à une start-up bien connue française qui a facilité la prise de rendez-vous avec des experts, n'est-ce pas, sur le site de la French Tech, Saint-Étienne-Lyon. Vous pouvez prendre rendez-vous effectivement avec Philippe Verriest ou avec Céline Madvet. Sur notre site, sur la homepage, vous avez un petit rond bleu où il y a marqué « Prendre rendez-vous ». Et là, vous avez accès à une 50aine d'experts qui répondront à vos questions via des rendez-vous individuels et gratuits. Je remercie encore vivement nos experts de ce matin. Merci Hélène, merci Philippe pour vos informations. J'avais une dernière question. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a posé une question qui dit concernant le SME Fund, j'ai entendu dire qu'il était généralement épuisé courant du mois d'avril. Qu'en est-il? Effectivement, l'année dernière, il a été victime de son succès. Mais à ma connaissance, il est encore ouvert. Pour les chèques brevets d'une part, pour les chèques marques, dessins et modèles d'autre part, mais il concerne aussi un chèque 1 qui s'appelle IPScan où on peut faire une évaluation justement de sa pays, notamment en prévision d'un potentiel litige, d'avoir un avis spécialisé là-dessus. Donc c'est vrai qu'il a pu être victime de son succès les années passées. C'est vrai que c'est dans une logique de premier arrivé, premier servi, mais à date, il est encore disponible. D'accord. Il y a quelqu'un qui lève la main. Demander en revanche. J'attire l'attention sur le fait qu'il faut d'abord faire une demande en ligne. D'accord. Et
l'Office européen des marques et modèles qui l'opère vous confirme votre éligibilité, votre bon à tirer, j'allais dire, et ensuite, vous pouvez déposer vos titres. D'accord. Mathieu, je vous passe la main pour une question. Ouais, merci. Vous m'entendez? Oui, oui. Très bien. Parfait. Merci pour la présentation. Je fais une parenthèse qui n'a rien à voir avec l'API, mais Alan, je voulais savoir si on pouvait prendre contact parce que je suis sur une deep tech où on améliore les rendements de croissance justement sur les biotech. Et je cherchais justement à essayer de vous contacter. Du coup, là, le hasard fait que vous êtes là aujourd'hui. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait peut-être prendre un mail après ou enfin si quelqu'un de la French Tech peut nous mettre en contact. Alors, ça tombe bien parce qu'on en a discuté avec Alan tout à l'heure. Alan, je me permets de répondre à ta place. En fait, vous avez les coordonnées d'Alan sur le site de Verlet. Ok, d'accord. Il y a une page brevet sur le site internet de Verlet, il y a mon adresse dessus. Ok, Vous tapez Verlet Patents et vous allez directement dessus, vous allez voir. super. Eh bien, impeccable, je fais ça. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Alors, à mon tour de vous remercier, merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que le webinaire a été organisé par la French Tech Saint-Étienne-Lyon et ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que c'était en collaboration avec 2 communautés French Tech qui sont la French Tech Clermont-Auvergne avec lesquelles on collabore très souvent et la French Tech Mont-Blanc. Donc voilà, merci à mes collègues. Du coup, on était On vous salue. plus nombreux. Voilà. Et merci à vous trois pour ce webinaire très enrichissant. Merci Rosemary. Merci. Merci à tous. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. Merci.